Nous sommes ravis d'être parmi vous ce matin pour vous parler du programme Machines connectées du groupe Manitou. Au cours de cette présentation, nous allons vous parler des enjeux et des défis auxquels Manitou a dû et doit encore faire face pour produire du service numérique. Donc on va voir que c'est un challenge relativement important. Alors, je suis David Sonis, je suis consultant data chez IC depuis fort longtemps, c'est pas la peine d'évoquer les dates. Et donc, je travaille en tant que business analyst chez Manitou depuis 1 an. Et donc, j'ai l'honneur d'être accompagné par Guillaume du groupe Manitou. Je te laisse te présenter. Bon, je me présente, donc je m'appelle Guillaume Lano. Je travaille chez Manitou Group depuis début 2019, où j'ai pris les fonctions de business analyst en lead sur tous les sujets IoT et notamment sur le sujet des machines connectées, qui était un projet, on va dire, un projet d'entreprise à échelle globale. Donc, sympa. Donc, le programme pour cette présentation. Donc, Guillaume va vous dire un mot sur Manitou, si tant est qu'il soit nécessaire de présenter Manitou Group. Il vous parlera également ensuite de l'origine de ce projet machine connectée, pourquoi on en est venu là. Ensuite, je vous dirai un mot sur IC, rapide, promis, et puis après on rentrera vraiment dans le vif du sujet avec donc la présentation détaillée de ce programme machine connectée. Puis nous vous ferons un retour d'expérience sur les difficultés, ce qui marche bien, moins bien, enfin, et puis quelques perspectives. Et puis, bon, c'est un sujet vaste, on va certainement prendre quelques raccourcis, donc vous aurez au moins 10 minutes pour poser des questions, si vous le souhaitez, à la fin de la présentation. Et on prendra aussi les questions qui viennent par chat, donc si vous en avez, laissez-les dans le chat, et puis elles nous seront communiquées, on y répondra. Voilà. C'est à toi. Bien. À moi. Donc, un petit mot sur Manitou Group. Manitou Group, donc, c'est une entreprise industrielle qui a un secteur d'expertise, c'est la fabrication de matériel de manutention, en l'occurrence des chariots élévateurs et puis des chariots télescopiques. C'est une entreprise qui fonctionne sur 3 secteurs d'activité. On a l'agriculture, on a le bâtiment et on a l'industrie. Et les produits du groupe Manitou se déclinent sur 3 marques. Donc la marque Manitou, qui est essentiellement visible en France et aussi dans le secteur Europe. Et 2 marques américaines qui s'appellent Gale et Mustang by Manitou. Alors, sur ce slide, voici quelques chiffres qui sont conçus pour vous en mettre plein la vue. Alors, je ne vais pas tout vous lire, simplement préciser que Manitou Group, c'est une entreprise industrielle familiale qui fait 3/4 de son chiffre d'affaires à l'international. On a un peu plus de 4400 personnes dans le monde, avec une forte majorité en France, et notamment au siège en Loire-Atlantique, ici à Ancenis, la plus belle ville du monde, puisque c'est là que j'habite. Et maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux origines du programme Machine Connectée. Alors, donc, je vais avoir besoin de votre participation. On va faire un jeu des différences. Donc, vous allez avoir 10 secondes pour me trouver ce qui différencie ces 3 machines. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Couleur, bien. Et la marque. Bravo. Voilà. Vous avez tout gagné. Donc, toute notre estime, on avait promis toute notre estime à ceux qui gagneraient. Oui, la couleur et la marque. En fait, pourquoi ? Parce que on est sur un marché qui est très concurrentiel et les normes et les standards techniques sont toujours plus nombreux, ce qui fait que les machines se ressemblent de plus en plus. Donc, pour se démarquer, on va rechercher de la fonctionnalité, on va rechercher du service, on va rechercher de la plus-value. Et une chose qui est importante à comprendre, c'est que la valeur du produit industriel s'accroît avec son double digital. Donc, au-delà de la qualité industrielle du produit, aujourd'hui, la concurrence se joue au niveau de la data. Alors maintenant, on pourrait se poser une question, comment est-ce qu'on fait pour passer d'une machine non connectée à une machine connectée ? Donc pour ça, on a mobilisé une expertise technique de très haut niveau. Donc il s'agit de prendre une machine et puis de se positionner évidemment à proximité d'une prise réseau et on rajoute un câble. Et voilà. Donc évidemment, ce n'est pas du tout ça. Ce dont il s'agit, c'est d'utiliser un petit boîtier télématique. Ici, c'est celui-ci qui est fabriqué par une société danoise qui s'appelle TrackUnit, qui est notre partenaire. Et donc, c'est un boîtier qui propose plusieurs fonctionnalités, donc des fonctionnalités de géolocalisation, des fonctionnalités aussi de contrôle du démarrage de la machine. Ça permet également de remonter des métriques d'activité des machines et ça permet aussi, et ça a beaucoup d'intérêt, de se connecter et d'interpréter les données qui circulent sur le bus scan. Donc, le bus scan, c'est la même chose que ce que vous avez sur votre voiture. C'est tout ce qui relie les différents capteurs composants au calculateur principal.
Alors, les machines connectées, ce n'est pas un truc qui date d'hier, mais ça a commencé à vraiment prendre son essor récemment. Ça a démarré en 2008. En fait, en 2008, on a eu les premières demandes de machines connectées, de connectivité, qui étaient traitées en affaires spéciales. C'est-à-dire, en gros, ce n'était vraiment pas du tout standard. On prenait les machines, on rajoutait des faisceaux électriques dessus et on connectait dessus un boîtier spécifique. Donc, tout ça était en train de se créer. De 2008 à 2017, donc on a eu une amplification des demandes de connectivité au point que la connectivité est devenue une option sur les machines. Donc, on va dire les machines étaient pré-câblées pour qu'on puisse mettre le boîtier, mais ce n'était pas obligatoire de le mettre. Et en 2018, on a lancé le projet Connected Machine à proprement parler pour faire en sorte que 100% des machines des secteurs agricoles et bâtiments soient équipées en standard avec la connectivité. Donc ça a commencé donc, en 2019, c'est ce qui a eu lieu sur ces gammes de machines-là. Et depuis, eh ben, ma foi, la part de machines connectées ne fait que croître. Et puis, bah, c'est très bien pour nous. Donc, parlons un instant de l'intérêt de la machine connectée, de la valeur ajoutée que je mentionnais tout à l'heure. Donc voilà comment ça se passait avant. Avant, on avait notre relation avec le client, avec qui donc, on faisait une transaction pour vendre la machine. Et puis la machine, ensuite, elle sortait de notre giron, on ne la voyait plus. Et la machine, ensuite, on ne refaisait de l'activité dessus que lorsqu'il y avait de la maintenance ou qu'il fallait vendre des pièces détachées. Avec la machine connectée, ça change un petit peu, puisqu'on réalise toujours une vente, évidemment, et la machine, cette fois-ci connectée, s'en va de chez nous. On continue bien sûr à avoir de l'activité sur la maintenance et sur les pièces détachées, mais on va aussi proposer des outils de pilotage client, du dashboarding. On va proposer aussi des services en mobilité et on va aussi proposer des services data aux clients. Donc tout ça, c'est la manière dont la machine connectée, on va dire, prend de la valeur. Et tout ça, ça nous fait de l'activité. Maintenant, on peut se poser la question, puisque pour l'instant, bah, c'est surtout Manitou qui parle, mais que c'est quand même ASI qui nous reçoit. Qu'est-ce qu'ASI vient faire là-dedans? Eh ben, il se trouve que lorsque le projet a commencé et que moi j'ai rejoint l'entreprise, les services numériques n'étaient pas tous prêts quand les premières machines ont été vendues, loin de là. Les traitements internes non plus n'étaient pas tous prêts. Or, les attentes clients et métiers étaient énormes. On avait aussi un petit souci de capacité interne pour satisfaire la demande, puisque, pour vous donner un exemple, moi j'étais tout seul comme business analyst à l'IT pour travailler sur ces sujets-là. Et il se trouve qu'on a aussi eu un invité surprise, dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà, notre ami le Covid qui est arrivé et qui a fait réaliser soudainement à plein de gens que quand on est tous confinés et qu'on est propriétaire d'une machine, c'est intéressant de savoir où elle est quand on n'a pas le droit de sortir. Et donc, d'un seul coup, encore une couche de demande supplémentaire, ce qui aboutit à cette équation au secours. Merci Guillaume. À toi la parole. Donc effectivement, ASI intervient chez Manitou depuis 1 an à peu près. Alors ASI, je ne sais pas pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un cabinet d'expertise numérique. ASI a été créé il y a 27 ans à Nantes et nous sommes présents aujourd'hui sur le Grand Ouest ainsi qu'à Paris et à Lyon. Alors, nous nous appuyons. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essentiellement on accompagne nos clients sur la mise en place de services numériques. Donc, pour cela, nous nous appuyons sur un éventail d'expertise. Alors, je ne vais pas tout vous citer parce qu'il y en a pas mal, mais évidemment, on va retrouver la data avec tout ce qui va être tableau de bord, data vise, traitement de la donnée, etc. La tech, donc c'est tout ce qui va être développement d'applications web et mobiles. Nous proposons également des offres collaboratives. Et puis au-delà de ça, nous avons également un cabinet de conseil dans lequel on va retrouver des experts sur la définition des process, par exemple, ou encore le change. Et nous intégrons également un studio graphique. Et donc, en ce qui concerne on va dire le travail chez Manitou sur le programme Machine Connectée, donc là, nous sommes 6 collaborateurs. Donc, on a 2 personnes qui viennent donc du conseil qui travaillent avec les métiers sur la définition des process cibles. On a une personne côté dev sur donc tout ce qui va être développement, traitement de données. Et puis on est 3 donc avec Guillaume en tant que business analyst sur des problématiques diverses, dont industrialisation des processus, qualité, mise en qualité et cohérence de la donnée, tableau de bord, etc. Et puis un peu de niveau 2 aussi, assistance aux clients. Voilà, je ne vais pas aller plus dans le détail. Donc on va passer directement à ce programme Machine Connectée dans le détail. Donc d'abord, on va parler du cycle de vie de la donnée. Comment ça se passe? Donc Guillaume vous a présenté le boîtier Track Unit, qui est donc le boîtier télématique qui permet à la machine d'émettre les trames de données.
Donc le boîtier est équipé d'une puce GPS qui permet de localiser la machine. Le boîtier contient également une puce GSM donc, qui permet d'émettre les trames de données qui arrivent dans le système d'information de TrackUnit. Et ces données sont ensuite transmises au système d'information de Manitou, qui les transforme, les enrichit et les délivre à ses clients, avec donc différents moyens, différents médias, on va dire, qu'on va détailler un petit peu après. Alors, les clients, la typologie des clients, je l'ai indiqué là, hein, essentiellement on va trouver donc des grands comptes, des loueurs, des concessionnaires, et puis des entrepreneurs. Donc pour chaque typologie, on imagine que le parc des machines Manitou détenues va être très variable et les usages sont également différents, diversifiés. Alors, au niveau de la typologie des données, qu'est-ce qu'on va retrouver? Essentiellement deux groupes principaux, donc les données brutes. Alors dans ces données brutes, il y a à nouveau deux sous-groupes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le boîtier, vous pouvez le brancher de manière basique, on va dire, sur n'importe quel véhicule qui dispose d'un alternateur. C'est bien ça. Hein. Donc pas une mobilette, mais une 4L ou une 2 chevaux, par exemple. À partir du moment où il y a un moteur et quelque chose qui signale que le moteur est en activité, vous pouvez brancher un boîtier comme ça sur n'importe quel véhicule. Donc si vous faites ça, vous aurez la position, est-ce que la clé de contact est on-off, et puis vous allez disposer d'un indicateur qui est extrêmement important dans le cas des machines Manitou, qui est l'oramètre. Donc un chariot élévateur, vous imaginez bien que ce n'est pas le kilométrage qui va être important pour mesurer la durée de vie, ça va être le temps pendant lequel le moteur tourne. Et donc c'est ça qu'on appelle l'oramètre. Donc ça c'est une donnée extrêmement importante et qu'on est capable de récupérer simplement avec un branchement simple du boîtier. Maintenant, pour une machine plus récente qui dispose d'un calculateur, donc les fameuses données CAN, là on va pouvoir donc faire un autre branchement et récupérer beaucoup plus de données. Donc là j'ai indiqué une centaine d'indicateurs, mais potentiellement ça va être plus parce que au fur et à mesure que les machines évoluent, eh bien, on rajoute de plus en plus de capteurs. Et donc là, vous allez avoir typiquement tout ce que vous allez afficher au tableau de bord, hein, donc le niveau de fuel, la consommation, la température, et puis des trucs un peu plus exotiques comme l'override. Alors, tiens, je te laisse nous expliquer ce que c'est l'override. Je ne résiste pas au plaisir. Donc, sur une machine de manutention qui embarque un petit peu d'intelligence, vous avez un calculateur qui va vous avertir quand vous commencez à utiliser la machine un petit peu à la limite de sa capacité. Si vous avez un peu trop de charge, si vous êtes un peu trop en avant, si vous commencez à délester un peu, la machine vous avertit. Et a priori, elle vous bloque. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en train de déployer la flèche du télescopique, la machine détecte que vous êtes en train de vous mettre en danger et elle arrête le déploiement. Mais vous avez un petit bouton sur le tableau de bord qui vous permet de dire « Ok, j'ai bien pris en compte l'alerte, mais je sais ce que je fais, j'appuie sur Override et donc je vais passer au-dessus. » Et ça, c'est une information très utile pour la personne qui vous a donné la machine, parce qu'elle sait dans ce cas-là que vous avez décidé sciemment d'aller au-delà des modes d'utilisation recommandés. Voilà. Donc c'est qu'un exemple, et on va illustrer des cas d'usage après, mais vous pouvez déjà garder cette idée en tête, c'est qu'effectivement, je suis un loueur, je peux rétroactivement regarder est-ce que ma machine a été un petit peu malmenée parce que je vois que la personne, toute la journée, a appuyé sur le bouton Override pour désactiver la sécurité. C'est pas bien. Donc déjà, avec ces données brutes, on peut déjà tirer pas mal de valeur des données. Donc l'autre partie, c'est ce qu'on appelle donc les données enrichies. À nouveau, deux sous-groupes. On va trouver donc, tout ce qui est données de référence. C'est Manitou qui fabrique les machines, donc ils détiennent l'année de fabrication, le modèle, le type, les dates de garantie, etc., que TrackUnit ne possède pas normalement. Et puis il y a toute la partie de données analytiques. Hein. Donc à partir des données brutes, on va pouvoir construire des indicateurs à forte valeur ajoutée. Et donc ça, c'est encore quelque chose sur lequel on travaille, bien sûr, mais voilà, c'est vraiment l'axe certainement de développement dans les prochains temps. Alors, quelques cas d'usage, justement. Donc il y a un premier cas d'usage hein, qui est assez évident et qui va intéresser en fait toute typologie de clients. Donc ça porte sur la géolocalisation. Mais où est donc passée ma machine? Alors il y a une histoire vraie d'un client Manitou qui avait un parc assez important et qui n'était pas du tout intéressé par la connectivité. Il n'arrivait pas à capter c'était quoi l'intérêt de récupérer des données d'une machine, etc. Il ne voulait pas s'abonner, donc il a dit déconnectez-moi toutes mes machines. Okay. Et puis, ironie du sort, quelque temps après, il s'est fait voler une machine. Alors, pas le petit modèle, hein, le gros truc à 300 000
euros, là, la MRT. Là. Évidemment, impossible de, de géolocaliser la machine puisqu'elle était débranchée. Et donc, évidemment, ça l'a fait bien réfléchir. Et du coup, il a reconnecté toutes ces machines. Et c'est clair que le coût de l'abonnement était bien inférieur au coût de la franchise qu'il a dû payer à l'assurance. Ça pique un peu, oui. Ça pique un peu, voilà. Bon. Alors, géolocalisation, c'est bien. Par contre, on imagine qu'en fonction du parc de machines, si j'ai 500 machines à gérer, je ne vais pas rester toute la journée à regarder où sont mes 500 machines sur mon écran. Évidemment, ce n'est pas possible. Donc, il y a ce qui est intéressant, du coup, c'est d'avoir plutôt un mécanisme d'alerte. Si jamais, par exemple, et ça c'est le géofencing qui nous répond là-dessus, je peux définir un périmètre virtuel. Tant que la machine se situe à l'intérieur de ce périmètre, tout va bien. Dès qu'elle sort de ce périmètre, à ce moment-là, je peux détecter, faire envoyer une alerte, et donc je suis averti si ma machine sort du périmètre défini. Voilà. Donc ça, c'est les cas d'usage sur la localisation de la machine, et qui va intéresser n'importe quel type de client pour le coup. Donc là maintenant, on va s'intéresser à une typologie de clients particuliers qui sont les loueurs, donc on a un petit peu évoqué précédemment. Alerte sur utilisation anormale. Alors là, quand même, t'exagères. Hein. C'est parfaitement normal, ça. Non. Bon, effectivement, c'est un petit peu exagéré. L'idée, c'était aussi, comme on est tôt le matin, de se réveiller un peu. Hein. Donc, là, évidemment, là, on voit tout de suite que c'est pas un Manitou, mais on va parler d'un cas un petit peu plus réaliste. J'ai évoqué tout à l'heure le fait d'avoir éventuellement un chariot avec un essieu qui se déleste. Et bien voilà à quoi ça ressemble. Bon là, c'est dans le cadre d'une démonstration, quelqu'un qui montre qu'il sait faire plein de choses avec son chariot. Mais voilà, ça peut tout à fait arriver. Donc l'utilisateur excède la charge maximale de la machine et on assiste à une scène comme celle-ci. Et du coup, les capteurs de la machine vont me permettre de remonter une alerte de délestage qui va me permettre de savoir que la machine a été malmenée ou qu'éventuellement, l'opérateur était peut-être pas bien conscient de ce qu'il était en train de faire. On a des cas d'utilisation risqués. De mieux en mieux. Ouais, bon. Ben, ça marche, tu vois, ça réveille. Dans le réel, en fait, on va regarder dans le réel sur un vrai cas, on va voir, de nouveau, je vais demander votre participation. Est-ce que vous voyez quel est le problème dans l'utilisation de cette machine? Oh, ce silence. Il y a un piège, c'est qu'en fait, l'opératrice ne porte pas sa ceinture. Elle ne porte pas sa ceinture, et ça veut dire qu'en cas de choc avec une autre machine, c'est toute la différence entre la machine bascule et puis je suis un petit peu secoué, et la machine bascule et je me fais rouler dessus, et ça finit très mal. Donc on a une nécessité de pouvoir remonter des informations sur ce genre d'utilisation risquée. L'alerte ceinture en est une, donc avec le capteur adéquat. Et puis il y a aussi quelques cas d'usage qui sont un petit peu moins de l'ordre de l'utilisation machine risquée ou pas, et plus du temps d'utilisation. On a notamment les cas sur le respect des engagements contractuels. Lorsqu'un loueur loue sa machine au client, c'est pour une plage d'utilisation clairement définie. Par exemple, on va dire vendredi et samedi, mais pas dimanche. Et puis, on va voir arriver les périodes de fonctionnement productif et non productif de la machine, donc en vert et en gris. Et puis, il peut arriver, au fur et à mesure que les informations arrivent, qu'on constate, un dépassement. Et là, du coup, le loueur peut demander des explications au client, faire une facturation complémentaire et donc contrôler là aussi que la machine est utilisée comme il est prévu. Non seulement on a parlé avant de la sécurité, mais aussi au niveau contractuel. Hop, voilà. Et on a aussi des cas d'usage spécifiques qui sont les cas d'usage des concessionnaires. Alors juste pour bien comprendre comment ça fonctionne, un concessionnaire pour une machine de manutention, c'est un petit peu comme avec votre voiture. C'est un peu votre garagiste. Donc, quand il y a quelque chose à faire sur la machine, c'est le concessionnaire que vous allez voir, que ce soit une révision ou une panne à traiter. Donc, qu'il s'agisse d'une indication de défaillance ou plus simplement d'une maintenance à prévoir, la connectivité permet au concessionnaire d'anticiper le travail, de commander à l'avance les pièces à remplacer pour planifier les interventions des techniciens au plus près des besoins du client et aussi des nécessités techniques de la machine. Parce que certaines révisions prennent du temps, d'autres très peu. Et donc, il faut faire attention et respecter les préconisations entretien constructeur et puis aussi s'assurer que je vais avoir assez de techniciens pour traiter toutes les machines que j'ai à traiter. Donc, maintenant, à faire un petit point sur l'architecture. Je te laisse un peu d'architecture, ça ne va pas faire de mal. Donc, pour assurer le fait de fournir ces services numériques qu'on évoquait, donc application mobile, API et puis dashboarding. Donc Manitou s'appuie sur une architecture basée sur Azure. Donc comme on l'a vu, la machine émet les données, ça arrive chez TrackUnit.
TrackUnit nous met à disposition les données machines via un cluster Kafka. Donc nous consommons ces données et nous les injectons dans un Event Hub. Alors, Event Hub, c'est une brique managée de la plateforme Azure. C'est un équivalent Kafka, si vous voulez, côté Azure. Et ça nous permet d'avoir un point d'entrée pour toute la data platform. Et après, de servir les différents usages avec des fréquences différentes, puisqu'on va voir que pour les API fournissent des données, ont besoin de fournir des données plus fraîches, plus rapidement qu'un dashboard, par exemple. Alors justement, sur le cas API, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Donc on consomme les données de l'Event Hub, donc avec un programme Java pour la majorité des cas, et on va alimenter une base SQL serverless qui va contenir toutes les données précalculées qui vont être exposées in fine via les API. On utilise aussi de plus en plus Stream Analytics, qui est donc une solution, c'est une espèce de SQL pour le streaming, si vous voulez, qui est extrêmement pratique, très prometteuse. Donc là, on a commencé à développer quelques indicateurs avec cette techno-là. C'est intéressant parce qu'en fait, on n'a pas besoin de connaître Java ou d'être un développeur chevronné pour mettre en place un cas avec Stream Analytics. Si vous connaissez bien le SQL, que vous avez des bonnes notions de streaming, eh ben ça suffit. Donc c'est très prometteur, on est en train de mettre ça en place. Donc la base qu'on appelle API Desk, donc c'est la base qui va contenir toutes les données qu'on va exposer via les API. On se limite à 30 jours. C'est à dessein, on n'a pas envie d'avoir un énorme truc derrière, on veut que ça réponde vite, que ce soit pas trop compliqué à maintenir et à gérer. Donc 30 jours. Et donc ces données sont exposées via un système d'API géré par une brique managée également, API Management. Et donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que le client qui souhaite utiliser les API Manitou va passer un contrat, un abonnement, puis après il va créer des souscriptions dans l'API Management, et puis il va pouvoir utiliser les données et les extraire. Voilà pour ça. Juste un mot sur la fréquence, on va dire, le temps de rafraîchissement. Aujourd'hui, avec cette solution-là, quand une donnée est mise à disposition dans le cluster Kafka, il faut environ 1 minute pour qu'elle soit disponible via une API. Donc c'est pas du temps réel. Voire moins, des fois moins. Oui, mais bon, on va rester sur la minute parce qu'après. Donc voilà, donc c'est pas suffisant, on s'imagine, pour faire de l'alerting. Si vous devez vraiment prévenir quelqu'un très rapidement, 1 minute c'est trop tard. Par contre, pour tous les cas d'usage, c'est largement bien. Donc on a une base qui est tout le temps à jour. Alors un autre cas d'usage, c'est pour tout ce qui va être l'analyse, l'analytique. Donc on reconsomme les données et on va les déverser dans un data lake constitué par un blob storage. Donc c'est une brique managée qui permet de faire du stockage en masse. C'est un petit peu comme S3 chez Amazon, pour ceux qui connaissent. Donc ce data lake est également enrichi avec des données qui proviennent des ERP. Donc ça c'est réalisé avec des job talent. Et puis une fois qu'on a tout ça dans le data lake, on a des job talent à nouveau qui vont exploiter ces données pour alimenter un data warehouse avec des référentiels. Tout ça porté par un Azure SQL Data Warehouse qui a été renommé récemment en Synapse Analytics, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'est une plateforme de traitement massivement parallèle. C'est vraiment fait pour faire du gros traitement à la Hadoop un peu, dans l'idée. L'intérêt, c'est qu'on peut l'interroger en SQL, mais ça, c'est quand même assez intéressant, bien sûr. Certaines données du Data Warehouse, notamment les données de référence, sont également déversées en une petite partie dans la base API Desk, pour tout ce qui va être données de référence. De même pour les données analytiques, en fait, on calcule les indicateurs analytiques qui intéressent nos clients API et on les remonte du Data Warehouse. C'est ça. C'est les indicateurs qu'on ne peut pas calculer directement en Stream Analytics, des indicateurs qu'on calcule 1 fois par jour, par exemple. On s'appuie sur le SQL Data Warehouse pour calculer ces indicateurs-là. Et donc, ces données sont consommées via essentiellement du Power BI, du dashboard Power BI. Alors, pour l'essentiel, c'est de l'usage interne aujourd'hui, mais il y a quelques concessionnaires à qui on fournit du dashboarding. Et puis le troisième cas, c'est
l'application mobile. Donc là, on reconsomme les données de l'Event Hub. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut consommer à des fréquences différentes. On va alimenter une instance Firebase. Alors, c'est pas de l'Azure, hein, c'est du Google. C'est donc une brique managée, pareil, Firebase, dans laquelle on va déverser toutes les données nécessaires à l'alimentation de l'application mobile, MyManitou. Donc, quelques petites copies d'écran de cette application. Elle s'évolue très ergonomique, très simple à utiliser. Néanmoins, vous pouvez déjà localiser votre machine, poser un geofence et être alerté si la machine sort de ce geofence. On peut vérifier le niveau de fuel et d'AdBlue par machine, etc. Bon, c'est assez simple, mais c'est extrêmement pratique. Alors, pour peu que le parc ne soit pas trop étendu non plus, mais voilà. Donc ça, c'était l'application MyManitou. Après, j'avais envie de faire un petit focus sur un composant qui s'appelle Application Insight. Donc c'est quoi? En gros, c'est un service qui permet d'Azure, hein, qui permet de faire du monitoring. Donc en soi, toutes les plateformes proposent ce genre de choses-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment très intégré. Donc ça veut dire qu'on peut monitorer absolument n'importe quel composant. Donc on monitore les bases de données, on monitore l'Event Hub, on monitore l'API Management, notamment, et puis tout le reste. Et donc l'intérêt de ça, c'est quoi? Au-delà de voir la santé de chaque service, hein, s'il n'est pas trop surutilisé ou au contraire sous-utilisé, c'est que ça nous permet d'avoir un feedback, en particulier sur l'utilisation des API. Donc un feedback quantitatif, ça veut dire que ça nous permet de savoir qui consomme, quel endpoint, quelle API en particulier, à quel rythme, etc. Ça nous a permis de voir à un moment donné qu'il y avait un client qui avait un bug dans son job d'extraction, d'appel d'API. Il nous balançait des trucs tous les quarts de seconde. Donc, on avait genre 2 millions d'appels par jour. 2 millions d'appels par jour. Pour quelqu'un qui avait une toute petite flotte. Oui. Un peu gênant. Donc, grâce à ça, on a pu le détecter et donc leur dire, voilà, donc ils ont corrigé le problème, pas de souci. Et un autre feedback qui est intéressant, c'est le qualitatif, c'est comment les clients utilisent les API. Parce qu'en fait, en général, l'idéal, c'est de fournir un maximum de critères lors de l'appel de l'API pour que la requête soit pas trop grosse et que ça réponde très vite. Et donc, d'une part, et d'autre part, également, ça nous a permis de détecter, au niveau des API qui restituent les données CAN, quels sont les indicateurs qui sont le plus utilisés, qui sont le plus demandés. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui ne sont jamais demandés, par exemple? Donc ça permet vraiment d'avoir un feedback sur ce qu'on fournit et comment les clients l'utilisent. Voilà. Juste une petite précision, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début éventuellement, les données CAN, c'est les données qui circulent sur le bus de la machine et qui sont échangées avec les calculateurs. Et en fait, d'une certaine manière, c'est relativement nouveau pour nous d'exposer ces informations. On n'est pas forcément au courant au début des usages qui vont être ceux des clients. Donc au début, on expose beaucoup de choses. Et pouvoir analyser pour savoir lesquels ils vont effectivement chercher et desquels ils se moquent complètement, évidemment, c'est une information précieuse pour nous. Et surtout, en termes de maintenance également, si on veut changer des choses, il y a des indicateurs qui ne seraient pas utilisés. Par exemple, on sait qu'on peut les modifier, il n'y a pas d'impact derrière. OK. Donc je vais terminer avec quelques chiffres, hein, à garder en mémoire. Donc, au niveau des API, c'est une quarantaine de clients abonnés. Pour l'application MyManitou, c'est environ 300 clients abonnés. Ça peut être les mêmes, hein. Certains ont à la fois MyManitou et les API, certains n'ont que l'un ou que l'autre. Alors là, le chiffre est un peu gonflé. Je crois que on est plus proche de 40 000 machines connectées en réalité. J'ai une coquille, j'ai oublié de corriger, je suis désolé. Ça dépend. Si on parle des machines, connectées de série ou connectées en rétrofit. En rétrofit, puisque on peut prendre une vieille machine et lui mettre un boîtier après, on appelle ça le rétrofit, et du coup ça fait gonfler le parc, évidemment. C'est ça. Enfin bon, oui, gardez en tête 45 000 à peu près, de toute façon ça augmente tous les jours, donc c'est pas très important, c'est plus un ordre de grandeur. Au niveau des appels API, on en est à 1,5 million par jour, et pareil, ça grossit. En termes de stockage, donc pour l'API Desk, la partie données API, on a 130 gigas, donc c'est bon, c'est pas énorme, c'est pas tout petit non plus, mais pour rappel, c'est 30 jours de rétention. Et puis sur le Data Lake, on en doit à peu près à 3 Tera et ça représente 2 années de données. Donc ça y a quand même une croissance assez importante. Voilà. Alors en termes de retour d'expérience maintenant, qu'est-ce qu'on peut se dire? Côté technique,
Ma foi, il y a un retour très positif sur l'adoption de la plateforme Azure par les équipes Manitou, donc que ce soit les architectes, les développeurs. On apprécie évidemment toute la partie service manager, la scalabilité de la plateforme, et puis l'intégration des outils qui est quand même très bien faite. Et puis tout le contrôle des usages, j'en ai déjà parlé largement, je vais pas aller plus loin que ça. Un point qui a été assez positif sur l'adoption de cette plateforme, c'est que la plateforme, l'architecture telle qu'elle a été conçue est relativement SQL compatible, c'est-à-dire qu'énormément de traitements passent finalement par le langage SQL. L'intérêt, c'est quoi? Alors, on pourrait faire du NoSQL, on peut faire tout ce qu'on veut dans Azure, c'est pas le problème. L'intérêt, c'est qu'en fait, Manitou a pu s'appuyer sur les connaissances existantes de ses équipes de développement pour passer de ce qu'ils faisaient avant. Je sais pas, vous étiez sur Oracle ou je sais pas quoi. Il y a eu du Oracle, Il y a eu des tonnes de trucs. Du legacy, quoi. Et donc pour passer sur cette plateforme Azure, finalement, toute la partie SQL était, ils savaient déjà se débrouiller avec ça. Alors évidemment, sur la partie streaming, là c'est un peu plus exotique. Et là par contre, il a fallu faire appel à des ressources externes, à de l'expertise externe. Et il y a une montée en compétences là-dessus, parce qu'effectivement le streaming c'est une technologie complètement différente. Mais voilà, donc ça s'est plutôt bien passé sur la montée en compétences. Et s'il y avait une leçon à tirer de tout ça, ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que quand on adopte une architecture sur une plateforme cloud, tout d'un coup, on réalise qu'on a sous les doigts une puissance extraordinaire. Vous cliquez, vous doublez votre capacité de traitement, de stockage en un clic. Alors après, il faut payer, mais c'est extrêmement facile. Pour autant, il ne faut absolument pas se dispenser des efforts d'optimisation sur tous les développements. Les efforts d'optimisation restent plus que jamais une nécessité parce que quand vos développements sont optimisés, vous consommez moins, donc vous payez moins cher. Et puis ça vous nécessite moins de ressources, ce qui est bon pour la planète aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, faut pas, c'est pas magique, quoi. C'est pas parce qu'on a beaucoup de puissance que tout d'un coup tout va marcher tout seul. Alors il n'y a pas que la technique dans la vie. Je te laisse là. Il y a aussi tout ce qui est effectivement en dehors du seul prisme technique, et notamment pour une entreprise industrielle comme Manitou. Les machines connectées, c'est aussi le challenge d'une nouvelle activité. Et cette nouvelle activité, c'est une activité de vente de services numériques. Et donc là, on parle d'une entreprise qui jusque-là vendait des machines, évidemment du SAV, des pièces autour, mais bon, essentiellement focalisé machines et industrie. Et donc, ça impacte la façon de faire du commerce parce qu'il faut définir des offres pour des clients qui ne sont eux-mêmes pas forcément à maturité ou pas tous au même niveau de maturité. Il y a aussi une organisation à mettre en place. Et puis, il faut aussi percuter qu'on est sur une temporalité complètement différente de la temporalité industrielle. Quand vous fabriquez une machine, que vous concevez une bécane, vous en avez pour 1 an minimum avant que ça sorte. Là, quand vous faites un nouveau service ou un nouvel indicateur, au bout d'une semaine, il faut qu'il soit en prod. Et puis, vous avez évidemment des notions de support et d'intervention qui sont très différentes. Quand on fabrique une machine, c'est du 6 jours sur 7, en 2/8 ou en 3/8, en fonction des périodes et des cadences, avec un support en heure ouvrable. Évidemment, quand on fait du service numérique, on est légèrement plus pressé. Et on a des contraintes différentes. On sait tous comment ça se passe, notamment avec une application mobile. Si les gens la téléchargent et puis qu'ils la testent et puis qu'ils n'en veulent pas, ils la désinstallent et après, vous ne les revoyez plus. Donc, on est sur des enjeux qui sont très différents pour nous, quoi. Donc, c'est un premier challenge auquel il fallait s'adapter. Un deuxième challenge, c'est aussi le secteur concurrentiel. On en a déjà dit quelques mots tout à l'heure. Donc, le fait d'être acteur d'un secteur fortement concurrentiel où la demande client de services numériques émerge avec beaucoup de force, c'est porteur de challenge. Dans la mesure où Manitou a un peu tardé à mettre le paquet sur la connectivité par rapport à certains concurrents, on comprend assez vite que la bataille se joue sur la capacité à suivre la demande d'enrichissement et de valorisation de la donnée, puisqu'il s'agit de fournir de l'information dans un contexte de cas d'usage qui soit utile aux clients et de plus en plus en temps quasi réel. Parce que les clients, au début, ils n'étaient pas tous égaux en maturité, mais ils évoluent en maturité. Et donc, les besoins s'affinent et donc il faut suivre. Et idéalement, anticiper, bien sûr. Et au-delà de la technique, on a encore un petit point, c'est le challenge du partenariat. Parce que la problématique qui se pose pour nous, c'est qu'il faut collaborer avec les partenaires sans se laisser dépasser.
Il se trouve que TrackUnit, dont on a parlé, qui est notre fournisseur de boîtiers télématiques, fournit eux-mêmes des services numériques. Ils fournissent une plateforme de gestion de flotte, ils fournissent des services de données. Donc on est à la fois partenaire et concurrent. Et il est essentiel dans ce cas-là que nous gardions la main, nous fabricants des machines, sur la définition des cas d'usage et que l'on soit effectivement capable d'apporter de la valeur là où nos concurrents ne sont pas forcément en mesure de le faire. Donc on pourrait dire en synthèse de tout ça qu'il y a une leçon à tirer, c'est que pour un projet IoT, surtout IoT sur des très gros objets comme nous faisons, l'investissement sur la technologie, c'est nécessaire, mais ce n'est absolument pas suffisant. Parce qu'il est impératif d'avoir une stratégie globale et d'aligner les équipes IT et non-IT en conséquence. Ça a l'air bête de le dire comme ça. Ça a l'air évident pour ceux qui ont déjà les pieds dedans depuis quelques années. Sans rigoler, dans un secteur industriel, c'est une vraie révolution et c'est une autre façon de penser. Et maintenant, et après. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on va faire? Je te laisse la parole. On va le faire... on va le faire à deux. Ouais. Donc, bon, évidemment, c'est pas fini. Hein. On vous a présenté la plateforme telle qu'elle était aujourd'hui. Donc il y a encore plein de choses à faire, plein de travail à réaliser, notamment sur le mode de distribution de la donnée. Il y a certains clients, donc j'ai metté le fait tout à l'heure, c'est à peu près 1 minute pour récupérer la donnée fraîche au niveau des API. Pour certains clients, ce n'est pas suffisant. Et donc, ils envisagent de pouvoir se connecter directement en streaming sur notre Event Hub. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On a littéralement des clients qui disent vos API ne nous intéressent pas. Ouais. Nous, on veut de la donnée en flux. Et c'est la plupart du temps des clients en fait, qui ont déjà une infrastructure IoT et qui voient en fait l'intégration des données de nos machines comme l'intégration de données IoT supplémentaires. Donc, ils veulent un canal différent, plus rapide. Et au-delà de ça, on imagine fournir de l'alerting via SMS, WhatsApp. Oui, réseau social, il y a plein de choses, il y a plein de demandes qui sont dedans, puisque c'est un point crucial. J'ai envie de dire que le temps de disposition de l'information va vous permettre de déterminer le fait qu'éventuellement, quelqu'un est en train de casser votre machine et vous arriverez à l'arrêter à temps ou pas. Donc, si vous vous retrouvez avec 150 000 € de travaux parce que quelqu'un a fait n'importe quoi, que vous aviez l'information mais qu'elle n'est pas arrivée à temps, vous dites, c'est dommage s'ils avaient su. Mais bon. Donc, l'idée, c'est d'arriver à accélérer là-dessus et d'arriver à mettre en place ce nouveau service. Et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler en ce moment. Alors, améliorer la qualité de la donnée, encore et toujours. Bon, ça, c'est un leitmotiv, ça ne s'arrêtera jamais. Alors, ce n'est pas tant simplement la donnée, nous, en tant que traitement, qu'on doit réaliser. Et c'est aussi c'est un petit peu ce que tu disais sur le constat qu'il faut vraiment aligner toutes les équipes. Donc, c'est vraiment d'amont, c'est-à-dire au niveau de la production même de la donnée, au niveau du capteur de la machine, jusqu'à le fait de délivrer la donnée au niveau du client. Donc, la qualité doit être présente sur toute la chaîne. Et donc, autant que possible qu'elle commence si on considère le cas, on va dire la situation dans laquelle le projet machine connectée a commencé chez Manitou, on parle de machines qui avaient été conçues pour faire leur travail de machine, avec des capteurs conçus pour leur utilisation dans la machine, la restitution d'informations au tableau de bord. Et on a commencé à rajouter la connectivité là-dessus. Donc on ne parle pas de machines qui ont été conçues pour la connectivité et pour adresser des usages numériques, mais de machines sur lesquelles on vient greffer de la capacité supplémentaire. Et donc, ça pose quelques petits soucis. Vous avez des capteurs qui ne sont pas forcément conçus pour servir une information propre. Et donc, on a tout un travail, effectivement, d'alignement des planètes. C'est un des gros challenges, effectivement, la disparité, en fait, des équipements connectés, en fait, et essayer de normaliser tout ça pour que la donnée soit de bonne qualité dans toutes les situations. C'est le souci, j'ai envie de dire. C'est à la fois un atout et un problème. C'est qu'un Manitou, généralement, vous êtes parti pour 25 ans à garder votre machine ou éventuellement la revendre. Mais donc, vous imaginez bien, ce n'est pas comme un téléphone ou une montre ou un petit widget que vous allez éventuellement pouvoir remplacer s'il ne vous convient pas. Donc, il faut faire avec le legacy. Donc ça, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais effectivement, étoffer l'offre analytique des indicateurs qu'on fournit au travers des API. Donc ça, c'est un travail quotidien, j'ai envie de dire. On a plein d'idées, après, il faut pouvoir les réaliser. C'est pas, voilà. Donc ça, c'est une grosse partie du travail de fond, on va dire, sur les prochains mois. Et puis pour terminer, c'est un projet plus transverse, on va dire. Ça nous impacte, nous, au niveau Connected Machine, mais
C'est sur la gouvernance de la donnée. Donc il y a un projet de catalogage qui est en cours, qui a commencé sur l'ensemble du SI. Et donc, sur lequel les machines connectées, le projet Connected Machine a servi de base en fait. C'est ça, c'est le premier brique. Ouais. Voilà. Et ça marche bien. Donc finalement, qualité et gouvernance, on parle toujours un peu de la même chose, mais voilà, c'est la réalité des choses. Voilà, c'est valable pour les très gros objets connectés. Exactement. Voilà, merci pour votre attention. Vous avez 10 minutes si vous souhaitez nous poser des questions. Donc, monsieur, bonjour. Vous avez dépassé vos prévisions? Comment ça se passe? J'ai pas compris le début. En termes de coûts, où est-ce qu'on se situe et est-ce qu'on est, on va dire, dans les clous ou en dehors des clous? Alors très rapidement, ce qu'on suit en termes de coûts, bon évidemment il y a le coût de la mise en place du projet industriel qui était, on va dire, un investissement de groupe. Donc ça, c'est difficile de dire si on est dans les clous, mais manifestement les gens achètent nos machines et on n'a jamais eu autant de commandes. Donc on va dire que pour l'instant c'est réussi. On a aussi les coûts liés à la connectivité soi-même et donc aux coûts fourniture, data, abonnement, ce genre de choses. Là-dessus, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a un pilotage d'un côté de la facturation qu'on fait à nos clients pour les services, les abonnements. Et de l'autre côté, en fait, on pointe d'une part le coût contractuel qu'on a avec notre fournisseur, plus les coûts data. Et ça, justement, c'est ça qui est intéressant avec les briques Azure, c'est que vous avez toutes les fonctionnalités billing qui vous permettent de suivre point par point combien vous coûtent vos ressources cloud. Donc, on arrive à monitorer ça assez précisément. Quand on s'aperçoit que ça commence à déraper un peu, on est capable aussi de prendre les mesures correctives, ce qui fait que ça nous permet en fait d'avoir non seulement une bonne maîtrise des coûts engagés, mais aussi un bon prévisionnel. Et on voit en fait vers où on va, parce que l'outil, c'est un petit peu automagique, produit des tendances en fait. Et donc, ça nous laisse envisager éventuellement la nécessité de devoir remettre un peu d'argent au pot si on a un nouveau client qui débarque avec 2000 machines, boum, et d'un seul coup, il faut servir 2000 machines avec un niveau de détail à fond. Et on est capable d'anticiper. Donc, enfin, tu auras 2000 abonnements en plus. Voilà. Donc évidemment, c'est pas qu'un coup. Merci. Oui, monsieur? Prenez le micro, s'il vous plaît, pour que les gens à distance entendent. Oui, j'avais deux questions. La première, c'est de savoir qui porte le projet, parce que vous parliez de l'IT tout à l'heure, et c'est quand même un projet qui est assez métier également, parce que derrière change quand même pas mal le produit. Et l'autre question, c'était qu'est-ce que vous avez mis en place comme équipe derrière pour justement développer les nouveaux usages? Est-ce que c'est ASI qui finalement intervient sur le développement, etc. et pallie à ce manque de ressources en interne, ce que j'ai cru comprendre? Ou est-ce que vous avez pris une équipe vraiment interne derrière qui va développer le produit? Alors, pour répondre à votre question, qui porte le projet dans, on va dire, dans l'organisation du groupe Manitou? Il y a une entité qui s'appelle Services et Solutions, qui est en charge, en fait, justement, du développement des nouveaux services et du développement, évidemment, des solutions qui vont avec. Et donc, c'est cette entité-là qui porte le programme Machine Connectée, parce que c'est un programme global. Et l'IT est contributeur, on va dire, quasiment majoritaire, on va dire, pour tout ce qui est productif, puisque c'est d'abord et avant tout, une fois qu'on a passé la phase industrielle, ça devient essentiellement un projet informatique. Pour répondre à votre deuxième question concernant les équipes, au début, on a commencé court. Et on a été clairement, je pense, en tout cas c'est mon analyse, mais d'autres personnes dans le groupe ne partageraient peut-être pas cette idée, on a été un peu pris de court. Et donc il a fallu recruter. Donc ce que nous avons commencé à faire, on commence à être bien étoffé. Donc ASI nous apporte un concours précieux et on les garde avec nous parce que on ne va pas les laisser partir tout de suite. On a encore beaucoup de choses à leur demander. Pour autant, on a effectivement commencé à recruter des ressources qui vont bien pour pouvoir adresser toute cette partie IT. À tel point d'ailleurs que maintenant c'est limite le métier qui se retrouve un peu à court parce que en fait, comme je le disais, le Covid est venu là-dessus bouleverser tout ça et en fait a mis un poids encore plus important sur la connectivité, plus important que ce à quoi on s'attendait en tout cas. Donc voilà. Je crois qu'il y avait la dame aussi qui avait posé une question ensuite, monsieur. Oui, vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez le fait d'étoffer l'offre en matière d'indicateurs. Justement par rapport à cette offre, quelles sont les équipes qui sont les plus proactives? Est-ce que votre offre en termes de... Enfin, vos suggestions d'indicateurs viennent plutôt des utilisateurs ou viennent plutôt de vos équipes métiers? Eh bien, les deux, en fait. Bah oui. Même l'IT, parfois, propose des idées, en fait. Après, il y a une priorisation qui est faite. Ça, c'est plutôt le métier qui orchestre tout ça. Mais... Parce qu'en fait, on est dans l'IT, mais on touche quand même de la donnée et on a quand même du sens dans ce qu'on fait. On met du sens dans ce qu'on fait. Et donc,
il y a des idées d'indicateurs qui émergent aussi bien de l'IT que du métier. Et des clients directement parfois également. Il y a des clients qui nous ont challengés sur certains indicateurs. Enfin, je pense à on ne va pas le citer, mais je pense au même. voilà, donc tout ça, ça vient de partout, on va dire. Après, la difficulté, si je puis dire, c'est de prioriser tout ça et de servir les clients d'abord et puis l'offre après, quoi. J'ajouterais brièvement que une des difficultés, c'est qu'on a des demandes parfois qui sont extrêmement compliquées à servir proprement si on n'a pas une évolution de la machine elle-même. Et ça, justement, c'est un des trucs qui nous pousse. Là, c'est plus des demandes qui viennent du côté client, bien sûr, et donc le métier nous retranscrit, et qui sont en fait un facteur de transformation puissant qui est actuellement à l'œuvre en fait, pour justement faire évoluer les machines, inclure vraiment la connectivité dans l'ADN de la bécane, si j'ose dire. Mais sinon, effectivement, c'est exactement ce que David dit, ça vient de partout, et on fait un maximum et on priorise. Monsieur, vous aviez une question ? Oui, bonjour. Ce que je comprends, c'est que vous travaillez avec la plateforme Azure. Moi, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui vous a fait choisir cette plateforme ou écarter les concurrents. Alors, nous, AEC n'est pas à l'origine du choix de la plateforme. Hein. Il y a des architectes chez Manitou. Pour compléter la réponse aussi, nous, on est intégré aux équipes. Donc, on vient en complément avec les éventails d'expertise divers et variés de chaque collaborateur. Voilà. On n'a pas dessiné la plateforme. Je ne sais pas pourquoi Azure. Alors, le choix d'Azure a été fait, je pense, par meilleure connaissance sans doute de ces briques-là, de ces briques techniques par les architectes techniques de Manitou. J'imagine qu'il devait y avoir d'autres possibilités et après peut-être que ça s'est fait à des niveaux peut-être de négociation, c'est peut-être juste commercial derrière le choix. À ma connaissance, je sais qu'en tout cas, on a un architecte technique qui connaissait déjà bien la solution, qui nous a permis de mettre en avant, de mettre en place assez rapidement en fait des choses avec assez peu de phases en fait d'acquisition de nouvelles compétences. Donc il y avait pas mal de Microsoft aussi peut-être. Oui, il y a aussi effectivement on est, comme tout le monde un petit peu, on a beaucoup de pratiques Microsoft et beaucoup de licences à gauche à droite et bon, ça s'est fait comme ça, on va dire. Pour l'instant, on est plutôt content. Et juste éventuellement, peut-être pour une question que d'autres personnes pourraient avoir dans leur tête, pourquoi il y a du Firebase dedans ? En fait, c'est qu'au début, l'application mobile a été lancée comme un projet, on va dire, à part, un projet de transformation. C'était plus ou moins, on va dire, un POC et on va dire un pas dans l'avenir. Et on a fait, à l'époque, ça a été fait par des gens qui étaient complètement séparés en termes de contraintes techniques. Donc, ils sont partis sur les outils Google Cloud Platform qui, à l'époque, en tout cas, si j'ai bien compris, étaient plus avancés, plus efficaces. Puis, en fait, on est resté dessus et ça marche. Donc, tout va bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait ce projet pour pouvoir fournir un service à vos clients. Est-ce que vous avez envisagé de l'utiliser à des fins de contrôle qualité, par exemple pour les tests qui sont faits au centre d'essai ? C'est une excellente question. Alors, en ce qui me concerne, oui. Oui, en fait, et c'est fort logique. Parce qu'en fait, lorsqu'on a un boîtier qui nous permet de donner des informations sur l'état de la machine, pourquoi ne pas l'utiliser en interne pour vérifier, notamment avec la machine parte en clientèle, si toutes les données qui sortent sont correctement alignées ou s'il n'y a pas une erreur, un problème qui nécessiterait de ramener la machine à l'atelier. C'est quelque chose qui est en cours parce que ça demande de toucher au processus de fabrication qui aujourd'hui est déjà assez intense. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, toutes les machines qui sortent de la chaîne de production passent systématiquement en test pour pouvoir vérifier qu'elles fonctionnent bien. On a besoin d'une certification des assureurs ensuite pour que les machines puissent être prises par des loueurs. Et l'idée, en fait, c'est de mettre en place la même démarche. Alors, je suis désolé, il ne nous reste plus qu'une seule minute. Donc, s'il y a peut-être une dernière question ou une question à distance. Oui. Bonjour. Vous avez fait pas mal d'évolutions, je suppose, sur votre IT, du coup, avec l'intégration d'Azure, avec, j'imagine, une augmentation de la capacité de stockage, etc. En termes de temporalité, combien de temps ce type de projet a pris, du coup, pour faire évoluer tout ça chez Manitou ? Avec ou sans Covid. C'est toute la problématique, c'est qu'en fait, mettre en place les briques techniques, ça n'a pas été le plus gros challenge. Le plus gros challenge, ça a été en fait de développer le service derrière, de s'assurer l'alignement avec les équipes, de pouvoir recéter correctement, faire en sorte que tout aille bien. C'est vraiment une question on va dire, de réactivité des équipes. Comme je disais, nous, la difficulté qu'on avait, c'était que Manitou n'était pas fournisseur de services numériques au départ, donc c'est toute une culture qu'il a fallu apprendre, qui a évidemment un peu ralenti le processus, il faut être honnête. Maintenant,
Bon, j'ai envie de dire qu'on est à peu près équipé, on est en vitesse de croisière, on est bien entouré et bien aidé. Ouais. Et donc, voilà, moi je vous disais, en 2019, la première machine connectée de série sortait des chaînes. À l'été 2019, on avait la première version des services API qui fonctionnait. Et depuis, on n'a fait qu'améliorer le système, améliorer la sauce. Donc ça peut être relativement court quand même. Mais il y a besoin d'un bon alignement des planètes qui n'est pas toujours facile à obtenir. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plateforme, elle est stable et on peut doubler le nombre de machines du jour au lendemain assez facilement, en fait. On est confiant par rapport à tout ça. Bon, écoutez, je pense que le temps disponible est écoulé. Donc, merci à tous. Venez nous voir sur le stand ici si vous souhaitez poursuivre la conversation. On sera ravis de discuter avec vous. Merci pour votre attention. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.